Bonjour. Alors, c'est la 106e réunion du comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, alors qu'on poursuit l'étude de processus de nomination et de formation et de traitement des plaintes de la Commission d'immigration du statut de réfugié. Merci de revenir, Madame Laberne. Vos commerces qui ne peuvent pas être là, mais nous sommes heureux que vous soyez là pour les questions du comité. Et la première heure, on va commencer avec Mme Warner, qui a une déclaration et qui vient du syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada, qui est vice-présidente exécutive nationale. Merci de l'invitation de venir au comité, c'est très bien. Et vous avez le temps de faire une déclaration. Et ensuite, on donne la parole au comité qui aurait des questions pour l'une ou l'autre d'entre vous au cours de la première heure de réunion. Alors, Mme Warner, bonjour. Merci au comité de m'avoir invité en tant que représentant de son élu par au nom de la majorité des employés syndiqués de la CIRS. J'apprécie l'occasion de parler du comité. Nous, on exprime notre frustration sur le manque de consultation et alors que les représentants élus et les travailleurs, j'encourage le comité de continuer à travailler avec nos syndicats. Non, mon historique de 10 ans, travaillé à la commission à Vancouver dans divers postes et divisions de capacité du personnel de soutien. Je suis la fille d'un chercheur d'asile qui m'a amené à faire une carrière dans ce domaine. Donc, le CIU, c'était partie de l'Alliance de la fonction publique Canada qui représente plus de 18 000 membres, y compris la grande majorité des employés syndiqués de la CRS et Service Canada. J'ai été élu à ma position plein temps en tant que vice-président national. En tant que vice-président, j'aurai des représentations et des relations de travail. On représente la division PMC et la division ID et PMDD de la commission. On venant de parler du point de vue syndical concernant le processus de nomination des membres, la formation et la façon dont l'administration traite des plaintes et la conduite des membres. Les décideurs de PMC ne peuvent pas commenter publiquement alors que représentant élu, je vais le faire en hors norme. Donc, j'ai passé de nombreuses heures à parler des décideurs de PMC de la CISR au cours des dernières semaines et au cours des dernières années, en fait. Ils vont travailler chaque jour subissant des pressions d'arriver des décisions que le manque de soutien de l'administration de leur pouvoir, le manque de mentorat et au cours des 2 dernières années, la grande majorité d'entre eux n'ont même pas été indemnisés grâce au système de PEX Phoenix. Donc, je dois vous dire que c'est un peu frustrant que la première fois que le syndicat est invité à participer à une telle... C'est suite à des préoccupations concernant le processus de plainte au lieu de mieux servir les travailleurs de la commission. De toute façon, j'avais parlé du processus de nomination et des décideurs. Donc, on a invité les décideurs de notre syndicat. Immédiatement, on a pu voir qu'il y aurait des problèmes qui demandaient notre attention. Et lorsque les décideurs sont devenus secteurs de la fonction publique, ils continuent d'être payés beaucoup moins que les homologues du GIC de 20 000 par année. Et ils ont fait un rapport qu'ils ne peuvent pas réclamer du surtemps pour combler le mandat. On sait que les membres ont donné à la commission des heures de travail non anonymisées. Mais au-delà de cela, j'ai entendu ce comité discuter des décideurs du gouverneur conseil qui fait des nominations. Donc, le CIU croit fondamentalement que tous les décideurs de la commission doivent être travailleurs de la fonction et que les GIC s'inquiètent de ne pas être renouvelés. Donc, dans le processus de nomination, donc, sécurité la position comme telle, ça attire peu de candidats. Et souvent, ça attire des gens qui ont des antécédents semblables. Et dans le domaine où le travail précaire est en l'emploi permanent, ce que recherche ce candidat. Donc, on pense que les nouvelles nominations doivent être déterminées et non à terme. Donc, d'être basé sur le mérite et l'expérience. Il n'y a pas de place pour l'influence politique et le processus politique pour les décideurs. Et cela dit, on est d'accord sur les commentaires entendus devant ce comité que le décideur devrait refléter la communauté des gens qui comparaissent. Donc, les personnes LGBTQ, souffrant de capacité et les personnes
Les détenus visibles doivent encourager, mais obligatoire dans le syndicat. Profite de l'occasion de consulter et développer une politique équitable de dotation. Concernant l'information des décideurs, j'ai entendu d'autres témoins d'un manque de sensibilité et d'autres formations qui est fournie. Mais ayant parlé aux décideurs de l'ensemble du Canada, ainsi que ma propre expérience au Conseil, en m'assurer qu'il y a suffisamment de formation qui est fournie, mais j'ai d'autres questions que je soumettrai à votre étude. La nécessité de soutien additionnel. Nos membres ont soulevé la question du manque de mentorat et des pressions pour répondre à des objectifs irréalistes pour compléter les décisions. Et depuis 2012, nos décideurs ont été obligés de perdre du temps à comprendre comment faire des entrées dans le système électronique et le manque de soutien pour le personnel pour comparer les documents de dire en 2012. Les postes d'officiers d'agents étaient limités qui préparaient le travail des décideurs. Donc, ce soutien n'est plus disponible maintenant et des fonctions administratives ont été ajustées à leur charge de travail déjà lourde. Donc, l'arrêt actuel existe pour deux raisons. Donc, ceux qui traversent la frontière illégalement. Donc, on n'a plus de ressources pour mieux respecter les échéanciers législatifs. Cela dit, c'est malheureux que c'est un financement de 2 ans alors que ça devait être permanent. En quoi que sans changement important dans le soutien en place pour les décideurs, les décisions de qualité vont être mises de côté en faveur de la quantité pour traiter l'arriéré. En tant qu'activiste syndical, je m'inquiète des pressions qui sont imposées sur mes membres pour prendre des décisions. En tant que Canadien, ma préoccupation, c'est l'intégrité des décisions rapides. Mais on est préoccupé également quand on voit des décisions plus sans papier qui éliminent l'aspect humain du processus de chercheurs d'asile. Concernant les questions d'administration, la conduite des décideurs, je veux dire que notre syndicat a des préoccupations concernant l'ancienne façon de traiter les plaintes. Cela dit, étant donné le nombre de décideurs et le volume de décisions qu'ils doivent rendre, en fait, je suis encouragé qu'il n'y a que 2 plaintes en souffrance devant la commission que capitaine désir de condamner 1 ou 2 personnes qui ont commis des erreurs. C'est malheureux qu'on ne connaît pas la commission pour le travail énorme qu'il accomplit en subissant de telles pressions. Un nouveau processus d'enquête à la commission et selon nous, on devait permettre ce nouveau processus de fonctionner avant de le condamner et de réinventer. Donc, c'est le rôle de gestion de gérer. Tout processus extérieur, selon nous, va politiser qui est un processus de gestion. Et je vous demande de considérer les répercussions sur l'examen externe des plaintes sur la conduite des décideurs. Notre préoccupation que le système externe serait abusé pour discréditer un décideur ou la commission comme tel. Du point de vue des syndicales, on s'inquiète que nos droits de représentation est limité ou illimité. On même argumenté que nos membres sont sujets à un processus qui est extérieur des confins de la convention collective. Ce serait un processus qui offre qui met des pressions additionnelles sur les PM6. Donc, on croit que ça sert vraiment à politiser le processus de plainte et d'une opportunité de calomnier les décideurs dans la presse. Nos membres ont droit à la protection des renseignements privés et un processus équitable. À la fin de 2018, la Commission va avoir une vérification autonome. Notre syndicat va travailler avec l'employeur sur cette politique. On devrait permettre ce processus de se dérouler. Et pourquoi choisir maintenant de créer un nouveau processus lorsque nous en avons un? Et je suggère indéniablement que vous réorientez ces revenus pour corriger Phoenix. Merci. Merci beaucoup. 7 minutes pour les questions. Merci beaucoup. Je vais commencer avec une question à Laverne concernant votre témoignage précédent concernant le code déontologique. Vous avez une idée de l'importance du code de conduite et des défis concernant la mise en œuvre de tel code déontologique. Pouvez-vous plus de détails rappeler les éléments clés à votre dernier témoignage? C'est assez nouveau. Pouvez-vous m'entendre? On ne vous entend pas beaucoup. Quand j'ai dit au départ, les codes de conduite sont assez nouveaux. C'est une partie de la raison pourquoi ça crée des préoccupations. Une autre chose, c'est qu'ils ont été mis en œuvre par rapport en Ontario. Il y a une loi qui exige la mise en œuvre de codes de conduite, mais il n'y a aucune ligne directrice sur ce qu'on doit comprendre. Il n'y a pas aucune ligne directrice sur le processus de plainte. Et en fait, si on regarde les codes déontologiques dans l'ensemble du pays, ceux qui existent, il y en a très peu
qu'il y a un processus de plainte. Donc, la CIRS a été félicitée d'avoir créé un processus de plainte. L'exception importante, c'est le Québec, où il y a un conseil qui existe une vingtaine d'années et c'est un processus très élaboré. Alors, certaines des choses que j'ai dit quant aux pratiques exemplaires, c'est qu'il faut un panel d'enquête et d'études et un processus idéal s'aboutirait avec un décideur indépendant, pas le président, mais quelqu'un d'autre. Et la raison que je dis cela, c'est pour deux raisons. D'abord, un président indépendant évite le genre de problème que l'on voit à la CISR. La CISR, c'est un microcosme qui va se passer. Le public, généralement, va penser que le président du tribunal essaie de protéger son tribunal. On peut éviter cela en ayant un décideur final. Et l'autre chose également, c'est qu'il faut éviter que les présidents aient une influence sur les décideurs comme tels. Alors, ça revient à une très longue jurisprudence dans le droit administratif où il semble que une violation d'indépendance d'un décideur par le président qui aurait une influence inappropriée sur les décisions qui sont prises. Donc, Crystal, est-ce que vous commentez là-dessus? Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas à l'aise avec une commission interne, pouvez-vous nous donner une idée pourquoi? Et simultanément, nous donner un aperçu du rôle du syndicat dans un processus de plainte pour appuyer ses membres. Merci pour la question. Je répète, n'est pas une question qu'une commission interne, c'est que le processus fera l'objet d'abus. Les gens vont commencer à utiliser ce processus pour potentiellement magasiner pour différents décideurs. Donc, normalement, on doit un processus adéquat, le droit à la protection des renseignements personnels. Donc, on a consulté avec la commission. On a eu une réunion avec la gestion la semaine dernière, une discussion sur le rôle du syndicat dans le processus à l'interne. C'est une consultation qui se représente bien nos membres. Et nous sommes, lorsque le processus est interne à la CISR, on peut collaborer pour savoir que les membres ont droit à un processus équitable en vertu de la convention collective. Pourquoi seriez-vous exclu de représenter vos membres si c'était une commission interne? Et Laverne, si vous pouvez commenter, est-ce que selon vous, ce processus serait menacé par une commission indépendante? Ce qui nous inquiète, c'est la réduction de notre on ne sait pas quel sera ce processus extérieur. On a entendu des suggestions, mais sans avoir une idée plus claire de ce processus. Et de ce présentement, on monte le drapeau rouge, tout simplement. Donc, c'est pas la nature externe ou la nature indépendante, c'est la structure du processus. Oui, en partie, mais également le fait que ce sera à l'extérieur de la commission. Pourquoi enlever le droit de l'employeur de gérer? Donc, c'est quelque chose. Le président de la CIRS a un intérêt dans ses décideurs concernant l'éthique et la valeur plus que toute autre personne. Je ne comprends pas pourquoi on va enlever ce droit de gérer à l'extérieur. Madame Jacobs, est-ce que ça va être les droits de gestion ou le processus adéquat? Donc, c'est une situation très inhabituelle parce qu'on a des décideurs qui font partie de la fonction publique. Donc, une nomination gouverneur en conseil, c'est la démarche. Donc, concernant, c'est difficile à dire parce que j'ai pas d'exemple. Donc, on ne peut pas exclure le processus requis, mais on peut dire que c'est une question de façonner ce processus, de sorte s'il y a un besoin ou une raison pour que les syndicats soient impliqués, que les syndicats devraient être impliqués. Mais je veux insister que c'est inhabituel parce que simplement, d'habitude, on n'a pas de secteur de la fonction publique comme décideur. Selon vous, est-ce qu'il devrait avoir deux processus établis, un qui traite des autres? Je devrais y réfléchir
davantage parce que sans avoir regardé tous les détails, c'est considérer les facteurs problématiques et voir si le processus pourrait être façonné pour tenir compte de ces facteurs. Est-ce que vous suggérez, par exemple, deux processus différents basés sur les deux structures d'emploi? Vous devriez y réfléchir également. Euh, donc, on a deux plaintes motivées par année. Donc, les autres, on ne sait pas pourquoi il y a tellement d'attention. Et combien, donc il y avait deux qui étaient motivés, mais comment, donc, après le comité, la majorité des plaintes viennent des fonctionnaires. Je n'ai pas ces chiffres en main. Et pour vous donner une idée des conséquences disciplinaires pour vos membres dans ce scénario. Comme notre convention collective prévoit des mesures disciplinaires jusqu'à la cessation d'emploi. L'employeur a le droit de gérer le rendement, ça respecte le processus de la convention collective. Alors, nous sommes là pour défendre nos membres, s'assurer que les employeurs respectent les procédures établies. Merci beaucoup, M. Maguire. Merci, M. le Président, et merci également de votre témoignage aujourd'hui, Mme Warner. Et je voulais simplement, comme mon collègue parlait des processus d'embauche, pouvez-vous expliquer les différences que nous voyons entre ces deux domaines? Et les raisons. Avec la décision des PM6, surtout lorsqu'on leur offre la possibilité d'accéder à un poste permanent, on se demande quelle doit être la portée de ces candidats qui se présentent à ces postes. Alors que pour le GIC, ce sont souvent des individus qui sont d'un milieu plus privilégié. On aimerait que le Conseil reflète davantage les demandeurs qui comparaissent. Et nous pensons que la façon de le faire, c'est d'avoir un processus juste et transparent pour la fonction publique. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre les examens qu'il faut faire pour la CISR par rapport aux autres examens de la fonction publique? Non, je pense qu'il faudrait poser cette question à quelqu'un d'autre. D'après votre expérience et celle des avocats gouvernementaux, bon, les commissaires sont nommés pour 3 ans à la CISR. Pouvez-vous nous expliquer l'impact de sa durée des mandats? Je pense que c'est 3 ans. Alors, pouvez-vous nous expliquer la durée de ces mandats et quelle est l'incidence de cela sur l'indépendance des décisionnaires? Oui, alors j'ai travaillé à Vancouver, dans la ville la plus coûteuse au Canada, et lorsqu'on essaie des gens qui ont des familles, qui ont des hypothèques à payer, des hypothèques astronomiques, trouver quelqu'un qui est prêt à prendre une chance pour un mandat de 2 ou 3 ans, et étant donné le stress, et je vois ce stress avec les renouvellements, et ils se demandent constamment s'ils vont être renommés. Donc, on ajoute énormément de stress sur ces décisionnaires qui traitent de questions très difficiles, des défis énormes. C'est un processus très politisé. Moi, j'ai travaillé là pendant une décennie, pendant des années, on voyait des décisionnaires, des GIC qui allaient et venaient selon la volonté du gouvernement. Et le processus n'était pas assez stable. Selon vous, quelles seraient les caractéristiques essentielles pour avoir un bon membre du Conseil, de la Commission? Le comité a beaucoup parlé de considérations concernant leur formation juridique. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment une exigence nécessaire. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être apprises. On peut former, on veut simplement des candidats qui sont qualifiés, qui vont avoir de l'empathie pour les demandeurs, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont besoin d'une formation juridique. Merci, vous avez répondu à ma question suivante concernant cette formation qui devrait être requise. Mais dans quelle mesure ces membres devraient-ils connaître le droit de l'immigration et des réfugiés avant d'être nommés à la Commission? Moi, je pense que ce qui me préoccupe plus, c'est leur compétences et leur jugement, parce que pour les autres compétences, on peut les former. Est-ce que je pourrais avoir un commentaire de votre part également, Mme Jacobs? Oui, ce que je peux dire, c'est que la raison pour laquelle
les candidats ont été nommés historiquement, c'est que on voulait, n'avait pas nécessairement des points de vue bien arrêtés. Alors, avec les nominations de 3 ans ou de 5 ans, on pouvait faire venir de nouveaux points de vue, pas seulement du point de vue des partis politiques, parce que ce n'est pas vraiment l'objectif, mais du public plus général, parce que les normes évoluent avec le temps et peuvent être reflétées. Donc, je suis un peu préoccupée d'entendre parler de nominations dans la fonction, qui viennent de la fonction publique. Est-ce que vous m'entendez? Disappeared. Can you hear me? Okay. Here. Vous m'entendez? Okay, we'll try that again. Bon, on va réessayer. Excusez-moi. Alors, je suis préoccupée par ces nominations publiques qui sont issues du secteur public, simplement parce qu'ils peuvent avoir des points de vue bien arrêtés, qui ne sont pas rafraîchis avec le temps, comme ce serait le cas avec le processus de nomination. Ce que je peux ajouter également, c'est que le droit peut être appris, et je crois qu'il y a des raisons pour avoir des membres qui ont un certain niveau d'expertise. Et cela peut fluctuer aussi à l'heure actuelle. Il y a un grand retard accumulé. Ce serait utile d'avoir des individus qui ont un haut niveau d'expertise. Mais à d'autres moments où il y a moins de retard accumulé, on pourrait peut-être avoir des gens qu'on pourrait former dans le domaine de la loi de façon plus générale. Je pense que les nominations OIC et GIC nous assurent cette indépendance des individus. Alors, on a entendu de nombreux témoins qui ont comparu devant nous concernant des plaintes déposées contre des membres pour comportement inadéquat pendant des audiences. Alors, pourriez-vous nous indiquer si le syndicat était partie prenante et quel est le soutien que vous avez donné à vos membres lors de ces plaintes? Bon, je pense que vous pouvez comprendre que je suis dans une position de confiance avec mes membres. Et donc, je ne serai pas en mesure de faire des commentaires sur des cas précis. Mais je peux vous dire que notre syndicat s'assure toujours que nous défendons de façon vigoureuse les droits de nos membres. Mais je ne suis pas en mesure de faire des commentaires sur des cas précis. Non, mais je ne vous pose pas de questions concernant des cas nécessairement précis, mais j'aimerais savoir quel est le type de formation qui est offert par le syndicat à ses membres concernant les emplois à la CISR. Cela revient à notre discussion concernant le mentorat et le besoin de mentorat fourni par l'employeur. Il faut plus de 6 mois pour se sentir à l'aise en salle d'audience. C'est ce que nos membres nous disent. Alors, il faut être accompagné plus de 1 ou 2 fois. Il faut qu'il y ait un mentorat à long terme. Et même pour les membres, les employés qui sont là depuis longtemps, du mentorat pour les nouveaux employés pourrait répondre aux préoccupations de l'autre témoin concernant les idées bien arrêtées. Mais parfois, ce qu'ils me disent, c'est que ils n'ont personne avec qui échanger des idées pour savoir s'ils posent leurs questions de façon adéquate. Alors, ça revient toujours à la question du mentorat. Est-ce que votre syndicat a préconisé ce genre de formation et des directives aussi à donner aux membres? La réponse est oui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Warner, pour votre témoignage. Vous nous avez dit que vos membres avaient besoin de soutien additionnel. J'aimerais vous entendre sur 2 types de formations. Plusieurs témoins sont venus devant le comité pour demander à la Commission sur l'immigration et du statut de réfugié d'avoir une formation accrue sur l'évaluation de la crédibilité. Plusieurs témoins aussi ont parlé de la nouvelle formation, puis je vais vous la dire en anglais pour que vous compreniez bien à quoi je réfère. Sexual Orientation and Gender Identity and Orientation sexuelle,
Pour chacune de ces deux formations, j'aimerais que vous nous décriviez qu'est-ce qui est suivi présentement par vos membres. Est-ce qu'ils trouvent que cette formation est suffisante? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir comme type d'amélioration? Est-ce que ces formations leur amènent le soutien nécessaire pour être capables d'évaluer la crédibilité des demandeurs? Thank you for the question. Je vous remercie de la question. Je pense qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration et c'est ce que j'entends de nos décideurs. Beaucoup me disent qu'ils pensent avoir reçu une formation adéquate avec les nouvelles directives, mais ils ont de la formation aussi sur l'orientation sexuelle. Et en fait, ils disent qu'ils ont probablement la meilleure formation au monde. Et ça revient toujours à la question du mentorat et du soutien continu sur une certaine période pour nous assurer qu'ils appliquent leur formation de façon adéquate. Vous avez également posé des questions sur le soutien supplémentaire qui pourrait être offert à l'interne. Avant 2012, avec l'introduction d'une nouvelle loi, nos décideurs avaient des agents de tribunaux qui les aidaient dans la préparation des dossiers, les analyses, la recherche. Les greffiers, c'est là que j'ai commencé à la CISR. On s'occupait de toutes les tâches administratives pour eux. Mais aujourd'hui, les décideurs ne passent pas suffisamment de temps, selon moi, à prendre des décisions lors d'audience. En fait, ils passent trop de temps à préparer des dossiers, à essayer de comprendre les systèmes informatiques qui changent constamment. Et ça, c'est du travail qui pourrait être fait par du personnel de soutien. Je n'ai jamais compris pourquoi cela a été ajouté à leur horaire déjà chargé. Et la CISR leur offre de la formation à l'international. Aussi, certains de nos membres sont allés dans d'autres pays pour aider d'autres pays dans leur formation. Mais j'ai entendu des suggestions d'autres témoins et on va continuer à soulever des questions auprès de l'employeur concernant la formation, concernant la retraumatisation des demandeurs d'asile ou la formation concernant la crédibilité et l'évitement des préjugés. Mais d'après ce que j'entends, ils reçoivent une formation appropriée. Mais encore une fois, il faut qu'ils aient du mentorat et du soutien à long terme pour pouvoir appliquer tout cela de façon appropriée. Au-delà des différentes formations qui leur sont offertes, ce qu'ils ont besoin, puis par le mentorat, vous croyez que c'est la solution, c'est dans le fond une espèce de soutien continu plutôt que des formations ponctuelles. Je pense aussi à d'autres témoins qui sont venus nous parler là, des formations additionnelles qui sont proposées, là, que ce soit suite à une plainte ou suite à l'évaluation là, de la performance annuelle, mais que souvent les formations qui suivent sont pas suffisantes. Est-ce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'au-delà de ces différents types de formations, c'est plus un soutien continu qui est nécessaire. Puis j'aimerais comprendre plus concrètement quelle forme ça pourrait prendre concrètement. Yes, Oui, ils ont besoin de ce soutien continu et ils en ont besoin de la part de décideurs plus expérimentés. Et ceux qui ont plus d'expérience ont aussi besoin de formation de la part des plus nouveaux. Alors, il faut souligner le stress dont ils font l'objet. On manque de ressources depuis des années, donc leur cible pour la prise de décision continue à croître à un point tel qu'ils sont très stressés en salle d'audience. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour rendre des décisions. On ne leur donne pas plusieurs jours pour rédiger leurs décisions, donc ils doivent rendre des décisions lors des audiences plutôt que de préparer leurs décisions par écrit après coup. Et c'est cela qui mène à l'environnement actuel. Et c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Je pense que c'est clair pour vous dans votre tête parce que vous l'avez référé parce que ça existait déjà il y a plusieurs années. Mais j'aimerais vraiment comprendre quand vous parlez de mentorat qui serait une meilleure façon de les outiller que des formations ponctuelles. Mais concrètement, comment ça se passe? Chaque employé, chaque décideur est jumelé à quelqu'un d'autre
avec qui il peut faire des retours sur les décisions à prendre. J'ai de la misère à comprendre comment concrètement ça va se vivre là, pour les décideurs. Je pense que moi aussi, j'ai un challenge to know what that would look like. C'est un défi pour moi aussi. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des consultations avec les employés. Et je sais qu'ils ont beaucoup d'idées là-dessus, mais je ne suis pas en mesure d'en dire plus pour l'instant. Que de plus en plus l'approche au niveau budgétaire est d'avoir de donner dans le fond des embauches pour des mandats à court terme. Est-ce que ce choix-là a un impact sur vos membres au niveau de leur formation, au niveau aussi de l'importance des dossiers qu'ils doivent avoir, là, puis dans le contexte où ils sont employés là, pour une courte période de temps? It absolutely does. Oui, tout à fait. Pas seulement la CISR, mais dans toute la fonction publique. On a vu une baisse dans la santé mentale des employés parce qu'on leur demande constamment d'en faire plus avec moins. Le fait d'être sous-financé depuis des années, cela a affecté toute la commission. Et le stress et les pressions pour produire affectent sans aucun doute la santé des gens. Et cela affecte aussi la qualité de leur travail. Donc, on nous oblige à prendre des décisions plus rapidement et plutôt que de donner au processus le respect qu'on lui doit en accordant des ressources adéquates. Donc, on est sous-doté à tous les niveaux depuis des années. Et même pour un financement sur 2 ans, un décideur va mettre au moins 6 mois avant d'être à l'aise dans sa salle. Donc, entre le moment où on les recrute, on les forme, l'argent est presque tout dépensé. Il faut qu'il y ait un financement à plus long terme. Merci, madame. Monsieur Whelan. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être venu, Madame Warner. Vous avez demandé pourquoi vous étiez ici. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de cette étude, c'est que la CISR semblait avoir été très affectée à cause de reportages concernant le comportement de certains membres. Et par conséquent, j'espère que les recommandations concernant les nominations et les plaintes contribueront au processus. Mais votre témoignage est très utile aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'être venu. Tout comme le vôtre, Madame Jacobs. Alors, je vais commencer par vous. Il semble y avoir un déphasage entre les témoignages qu'on a entendus de la part de certains témoins concernant ce qu'ils perçoivent comme le rôle principal du président. Madame Jacobs, pensez-vous que le chef de la Cour suprême, Richard Wagner, est là pour protéger les autres juges ou pensez-vous que son rôle est là pour protéger l'administration de la justice? Je crois que son rôle, c'est les deux. Vous dites que vous pensez que le juge en chef est là pour protéger les juges? Non, excusez-moi. Son rôle est double, il doit. Si j'ai bien compris, c'est de protéger le public. Non, non, protéger les juges ou protéger l'administration de la justice? Ah, d'accord. Oui, eh bien, pour protéger l'administration de la justice, bien sûr. Concernant M. Haldeman, pourquoi pensez-vous que son rôle est de protéger les membres de la CISR et non pas de protéger l'administration de la justice? Je ne crois pas que ce soit ce que j'ai dit. Son rôle n'est pas de protéger. Mais vous avez dit dans votre réponse à une question que le public penserait qu'il est là pour protéger les membres. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Alors, vous dites qu'il est là pour protéger les autres décideurs ou pour protéger l'administration de la justice pour son ministère? Je ne crois pas que ce soit si facile. Donc, je pense qu'il sera toujours perçu comme étant là pour protéger l'intégrité du tribunal. Et ce n'est pas seulement la CISR, c'est vrai pour tout président de tribunal. Ils sont toujours perçus comme ayant un intérêt à faire en sorte que le tribunal paraisse le mieux possible. Mais je ne pense pas que ce soit la même chose que ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis heureux que vous ayez pu préciser les choses. La protection de l'intégrité du tribunal veut dire qu'il faut se débarrasser des mauvais membres. Je pense que vous comprendrez que ça devrait être que son rôle ne devrait pas être de protéger les membres. Alors, Madame Warner, j'essaie de comprendre le rôle d'un processus de plainte indépendant qui, par exemple, a été suggéré par d'autres témoins devant le comité.
pour savoir si cela correspond au potentiel de nomination des membres à la commission. Il semble y avoir un déphasage entre ce que d'autres témoins ont dit et votre témoignage. Pensez-vous que le processus d'arbitrage indépendant des plaintes s'oppose au régime qui existe actuellement? Oui, j'ai des préoccupations à ce sujet, mais sans plus d'informations sur ce à quoi ressemblerait ce processus, je ne peux pas faire plus de commentaires. Est-ce que ce ne serait pas plus facile d'avoir des membres qui ne seraient tout simplement pas des fonctionnaires et d'avoir davantage de greffiers, comme vous l'avez indiqué, qui seraient syndiqués et qui seraient gérés par le président de la CISR? Parce qu'il me semble qu'avec le système antérieur, on n'avait pas ce genre de problème. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas. Je pense que la façon dont la Commission a mené son travail est correcte. Dans tout système, il y aura des problèmes. Il y aura des individus qui ne conviennent pas pour leur poste. Je me demande si c'est le régime qui ne fait pas défaut, parce que vous avez parlé de la relation entre le président et les membres du panel. Vous avez dit que c'était une relation employeur-employé ou gestionnaire-employé, alors que moi, le rôle du président, je le vois différemment. Les membres ne sont pas des employés du président, ce sont des arbitres indépendants. Alors, il me semble que que le point de vue que vous avez exprimé, la relation entre le président, bon, ça ne correspond pas à cela, d'après ce que j'ai compris. On pourrait peut-être en parler avec Mme Alderman plus tard, mais avez-vous des commentaires là-dessus? Parce qu'il semble y avoir un déphasage dans ce rôle. Non. Bon, alors, concernant la dotation à la CISR, pourriez-vous décrire plus largement le rôle du greffier? On a entendu parler beaucoup du rôle des membres et il me semble que l'un des problèmes qu'on a est lié à la dotation au niveau des greffiers. Et vous êtes la première personne à avoir soulevé cela auparavant. Alors, si vous pouviez nous donner plus de détails là-dessus, ce serait très utile. Oui, je pense que ça revient encore au problème de ressources, comme je l'ai indiqué. Autrefois, on avait différents postes qui n'existent plus maintenant à la Commission, qui permettaient d'apporter davantage de soutien aux décideurs. Et ces postes ont été éliminés avec la nouvelle loi en 2012. Et par conséquent, nos décideurs maintenant passent trop de temps à s'occuper de tâches administratives. C'est comme si les membres étaient à la fois leur propre greffier et les décideurs. Oui, c'est ce que je dirais. Ils occupent deux postes. Madame Jacob, vous êtes un partisan d'un processus de plainte indépendante. Vous êtes très utile. Je ne sais pas si je suis tout à fait convaincu, mais vous avez présenté de bons arguments. Que pensez-vous du rôle décrit par Mme Warner comme étant les arbitres qui sont représentés par un syndicat et comment ça entre en conflit avec les exigences d'arbitres? Comment le Québec traite Est-ce que vous avez des arbitres syndicalisés au Québec? Je ne peux pas commenter là-dessus, sur le Québec. Mais je pense que le professeur Wall aurait été meilleur témoin pour ça. Mais pour ce qui est d'avoir des arbitres qui ont la fonction publique, ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas... que j'ai parlé, c'est d'avoir plus de nomination pour le gouverneur en conseil. Il respecte l'indépendance des ceux qui sont nommés par le gouverneur en conseil. Pas de question, c'est de savoir s'il y a un conflit là. Je pense que le professeur Wu en a parlé. Et de certains cas, il a démontré qu'il faut plus haut niveau d'indépendance. Donc, la pleine indépendance viendrait par des nominations par les gouverneurs de conseil. Ils ont différents intervenants qui peuvent avoir un impact sur le travail des décideurs qui sont des fonctionnaires. Et ça semble préoccupant. Merci, Mme Jacob. Une dernière question à Mme Warner. Une des façons dans lesquelles les nominations de GRC sont gérées, c'est qu'ils ne sont pas renommés de nouveau dans le cas de problème. Il est possible, dans le régime de relation de travail, d'avoir une option de sortie pour les membres syndiqués qui viendraient pour un contrat de 3 ans et si ça ne fonctionne pas, ils disparaissent. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on demandait si pas une autre façon de renvoyer mes membres plus facilement pour les nouveaux membres? À temps partiel,
C'est ce que je demande. Nous avons une convention collective qui prévoit des mesures disciplinaires et l'employeur a le droit d'exercer ces mesures disciplinaires jusqu'à la cessation ou le renvoi. Ils peuvent gérer le rendement et ils le font. Et on ne voit pas de problème à la façon dont les choses sont gérées précédemment. Si l'employeur fait son travail et que les membres... Merci, Mme Warner. Monsieur Maguire. Merci, Monsieur le Président. Donc, concernant votre opinion sur les caractéristiques essentielles de ces membres du Conseil, vous avez fait allusion auparavant, mais on a discuté, plusieurs témoins ont discuté d'antécédents des candidats, donc une meilleure connaissance des droits des réfugiés, alors que d'autres parlent des caractéristiques personnelles, donc des décisions disons, équitables. Quoi. Et je me demande, vous avez fait allusion tout à l'heure quant à la capacité d'identifier et de comprendre les gens au lieu d'avoir une formation juridique. Et je présume que, Mme Warner, je pose la question d'abord concernant la compassion impliquée dans le processus. Est-ce quelque chose qui devrait entrer en jeu ou est-ce un type de compréhension différente qui est exigée? Ce n'est pas dans le domaine juridique, c'est dans d'autres domaines d'expertise, comme la psychologie ou certains autres domaines. On aimerait des antécédents plus diversifiés. Je parle de ma propre expérience. Et j'ai vu des avocats qui ont très bien réussi comme décideurs et j'en ai vu qui n'ont pas réussi. Et une personne qui a une variété d'expérience dans les doigts de la personne font un travail exceptionnel dans les commissions. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une solution universelle. Les témoins nous ont dit également que les mécanismes de plainte ne sont pas façonnés pour répondre aux problèmes des décideurs. Il y a de la subjectivité qui était entendue, qui n'est pas une interférence dans le respect qui est accordé aux décideurs de première ligne dans ces cas-là. Ça remonte à nos préoccupations concernant l'application d'un processus papier et d'avoir la personne sur place. Ça va permettre aux décideurs d'évaluer la crédibilité des réclamants qui comparaissent devant eux. Mais c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Mme Jacob, avez-vous des commentaires sur l'une des questions que j'ai posées? Quant à la première question, je pense que certaines des qualités importantes, c'est la capacité d'être équitable, de faire preuve d'empathie et de pouvoir être consciente des partis pris et la capacité de travailler avec les lois. Bon, il faudrait une évaluation de la crédibilité. Et pouvez-vous répéter la deuxième question? Je regardais. Donc, le respect accordé aux décideurs de première ligne, les mécanismes de plainte n'est pas toujours bien conçu pour résoudre des problèmes des décideurs, surtout lorsqu'il y a des cas de subjectivité. J'aimerais approfondir davantage, mais en fait, je n'ai pas de commentaire. Merci. La plupart des systèmes de plainte créés à l'interne à la commission, les juges des paix sont réglementés en vertu de leur propre loi. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral devrait modifier la loi de protection des réfugiés pour créer un processus de plainte adéquat ou est-ce que ça fait du sens que ça se fasse à l'interne? Madame Jacob, sa question s'adresse à vous. Je pense que le processus peut être modifié de sorte qu'il ait des caractéristiques additionnelles que j'ai mentionnées. Et
Je suppose qu'on pourrait créer aussi une nouvelle loi, mais il faut regarder pour quelle était la base légale pour la loi sur les juges de paix. Donc, les lignes directrices de ce genre peuvent être faites par le Conseil et le Conseil a fonctionné dans sa propre juridiction. Donc, il n'y a pas de problème légal. Merci. Comme mon collègue en face a dit, ce processus a été lancé à cause des plaintes que nous avons reçues concernant certains membres du comité. Rapidement. Merci, M. Le processus pour démettre membre de la commission, est-ce que c'est trop difficile? En fait, je n'ai pas regardé la loi de relations au travail de la fonction publique et comment on peut envoyer quelqu'un. Moi, je vais regarder ça. Bon, merci, M. le Président. Madame Warner, vous avez mentionné, quand vous parliez à mon collègue, de ce côté, que la commission était sous-financée et manquait de personnel. On a ajouté 74 millions. Pensez-vous que ça va faire une différence pour traiter les demandes d'asile, etc.? Et ensuite, j'aurai une autre question. Oui, tout à fait. Mais je répète, parce que c'est un financement de 2 ans uniquement, vous savez. C'est trop à court terme. C'est trop difficile de planifier, donc vous avez besoin de plus de financement. On ne sait pas ce qui s'en vient. Avec ce qui se produit au sud de la frontière, c'est difficile de prédire les ressources dont on aura besoin. C'est probablement l'un des derniers questionnaires, mais ma question s'adresse aux 2 témoins. Pour terminer, je pense à notre dernière réunion ou notre dernière réunion. Certaines de vos suggestions que vous pouvez faire au comité en matière de plainte, de formation et de nomination. Sur ces 3 volets, on a entendu beaucoup de suggestions. Je voudrais peut-être que vous nous formuliez des suggestions sur ces 3 aspects, de sorte qu'on puisse terminer cette étude. J'aurais beaucoup à dire. C'est tout ces domaines. Est-ce possible pour moi de vous fournir une réponse écrite? Oui, vous pouvez faire ça. Et si vous avez quelque chose de rapide que vous voulez dire, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais donner la parole à Mme Jacob. Pour ce qui est des plaintes, je pense que le processus mis en place est une amélioration par rapport à ce qui existait auparavant. Un processus idéal, il y aurait une décision finale indépendante et c'est possible de faire graduellement dans le temps, mais c'est ma principale recommandation. Et peut-être, pour ce qui est de la formation, c'est important de mettre l'accent sur la formation, sur l'évaluation de la crédibilité. Ça a été soulevé très souvent dans les nouvelles également, et la formation aussi sur le parti pris, c'est important, et que les plaintes puissent être anonymes, de sorte que ça peut servir d'outil de formation. Pour ce qui est des nominations, je pense que les nominations sont fondamentales dès le point de départ. C'est important que ce soit basé sur le mérite et pour voir les candidats au plan de leur capacité à s'occuper des audiences en matière d'arbitrage et leur capacité de connaître la loi, le potentiel d'apprendre la loi s'ils ne sont pas à cette étape. Et je répète, c'est important également de se rappeler que parfois la nature des nominations peut varier. Je pense que parfois les seules personnes qui ont plus d'expertise à un certain moment donné, comme maintenant, avec l'arriéré, et peut-être à un autre moment donné, il y aura besoin que des personnes qui ont une capacité de gérer des audiences. Et je tiens à dire également que la commission fait un assez bon travail et j'ai entendu d'autres témoins le dire et je suis d'accord. Moi, il s'agit du comportement de
quelques personnes ça, et, et qui posent un problème. Et le taux d'écart dans les décisions et le taux d'approbation. Je conviens avec vous qu'il faut plus de ressources afin qu'elles puissent mieux gérer les audiences et que ce soit plus spécialisé, que ce soit pas bloqué par d'autres exigences. Madame Warner, voulez-vous préciser sur le fait que ce travail additionnel nuit aux performances des employés? Donc, c'est nuit à la capacité de la Commission de garder ses employés parce que le financement est sporadique et c'est jamais à long terme. Alors, on ne peut pas attirer et on ne peut pas afficher des postes permanents et on ne peut pas garder le personnel parce que passer des financements l'année suivante. Alors, la nécessité pour le financement permanent est essentielle. Madame Rumpel, vous avez 5 minutes. Merci. Madame Warner, est-ce que la charge de travail de membres a beaucoup augmenté depuis un an? Ah, tout à fait, oui. Ben, à peu près. Je ne peux pas vous donner cette information. Il y a deux façons de regarder l'augmentation de la charge de travail. Premièrement, est-ce qu'on met plus de ressources en place? Donc, on regarde la demande de service. Combien de cas pouvez-vous traiter au cours de la prochaine année pour les demandes des gens qui sont entrés illégalement à partir des États-Unis et qui ont fait une demande d'asile? Il faudra poser la question à l'employeur. Mais est-ce que cette question exerce des demandes crues sur le traitement des demandes? Oui. Et vu que l'augmentation des ressources que vous demandez correspond au fait qu'il y a une augmentation importante des demandeurs d'asile, oui. Mais j'argumente également qu'on manque de ressources depuis des années. Donc, on a vu des pressions sur les décideurs d'augmenter le nombre de décisions complétées, même avant la dernière. Alors, est-ce que vous conviendrez que c'est là à exacerber la situation? Je ne sais pas si ça a exacerbé la situation, mais je pense que c'est essentiel qu'il y avait besoin de financement additionnel et le financement doit être à long terme. Mais pour préciser le point que l'argument, là, il y a plus de 20 000 personnes qui ont traversé illégalement la frontière en parlant des États-Unis. Beaucoup ont fait des demandes d'asile. Alors, je sais que votre personnel a travaillé très fort pour s'occuper de cet arrivée, mais vous ne savez pas si c'est exacerbé la charge de travail. Est-ce qu'on peut dire que 20 000 de cas qui viennent de cette façon a conduit à l'augmentation de la charge de travail? J'aurais aimé avoir le financement avant l'année dernière, mais je pense que la Commission va pouvoir faire le travail. Et ils sont mieux financés maintenant. On espère que ce gouvernement va prendre la décision que ce financement soit à plus long terme, mais ils vont pouvoir livrer la marchandise. Dans ce que vous dites, livrer la marchandise maintenant, on veut dire qu'ils ont des rapports qui disent que la Commission a laissé tomber le délai de 2 ans de faire le travail. Sur quelle période de temps? Donc, dans les nouvelles, on dit qu'ils ont abandonné, mais c'est plutôt le contraire. On travaille plus dur que jamais. Et maintenant qu'ils ont le financement pour pouvoir répondre à la demande accrue, alors disons que quelqu'un traverse la frontière légalement aujourd'hui, et chaque cas est différent. Quel serait le temps moyen pour traiter? Il faut poser la question à la Commission. Alors, les commentaires que vous avez faits pour pouvoir arriver à ce procès d'être admissible pour le fait que vous n'avez pas cette information en main, n'est-ce pas? Donc, mes commentaires, c'est basé sur les discussions que j'ai eues avec la PM6 partout au pays. Et ce que je veux revenir, en tant que comment on va allouer les ressources et on veut s'assurer que la Commission fonctionne et fait son travail avec célérité. C'est important quand on fait une demande d'asile que ça soit traité de façon équitable, mais s'il n'y a pas une raison valable d'être au Canada, il ne devrait pas ici être. Mais je suis curieuse
Dans votre personnel, vous avez dit qu'il peut faire le travail. Est-ce que vous avez des conversations sur l'augmentation des ressources que vous demandez donnerait au plan d'efficacité dans le temps de traitement? Vous avez fait une demande de financement accru. Donc, basé sur le volume actuel, combien ça va réduire le temps de traitement? Je n'ai pas ces statistiques, alors je ne peux pas répondre à cette question. Alors, c'est une demande de financement. Ce n'est pas lié nécessairement à une réduction de temps. Ce n'est pas le syndicat qui fait la demande de financement, c'est le gouvernement. Merci de préciser cela. Pour ce qui est les processus métriques, vous savez que le syndicat préconise des conditions de travail positives. Pensez-vous que l'augmentation de la charge du travail qui fait au moral au milieu de travail, je sais que c'est très lourd. 10 secondes. Merci de poser la question. On travaille avec l'employeur pour traiter les problèmes de santé mentale des travailleurs, qui est notre plus grande priorité présentement. Merci beaucoup. Il reste quelques minutes, si vous voulez. Ma question s'adresse à Mme Warner. J'imagine que vos membres sont très fiers du travail qu'ils accomplissent avec les réfugiés syriens au cours des dernières années. Oui, ils le sont. Y avait-il une charge de travail accrue à l'époque? Oui, bien sûr. Et comment est-ce que c'est perçu? Comment ont-ils entrepris ce projet? Quel est le legs que cela laisse à vos membres? J'ai déjà parlé du fait que nos membres ont donné à la CISR de nombreuses heures de travail non rémunérées. Cela est révélateur de leur engagement. Ils devraient être indemnisés pour ce temps. Nous avons un personnel brillant. Nous avons des gens avec des maîtrises à des niveaux CR4 qui parlent plusieurs langues. Et ils restent à la commission à cause de leur dévouement envers le service qu'ils offrent aux Canadiens. En fait, je n'ai jamais rien vu de tel. Ce sont des gens qui sont très fiers du travail qu'ils font. Merci de la question. Il y a des moments au Canada où il y aura des charges de travail accrues pour vos membres en particulier, parce que l'immigration n'est pas statique, elle évolue. Et depuis à peu près 2 ans, nous avons vu cette croissance de la demande. Alors, est-ce que vos membres considèrent que cela fait partie de la vision de ce pays, plutôt que de percevoir cela comme un fardeau? D'après ce que j'ai vu avec les membres qui font partie du syndicat, ils semblent extrêmement motivés et en fait, ils luttaient pour occuper ces rôles traitant de la situation syrienne. Alors, je pense que vous avez quelque chose en tant que syndicat et en tant que membre où on voit l'immigration comme quelque chose qui évolue et où on devrait consacrer davantage de ressources. Oui, bien sûr, nos membres ont les mêmes valeurs et principes que notre syndicat. Nous pensons que le Canada est un pays qui fait preuve de compassion. Nous accueillons la diversité favorablement et voilà. Merci beaucoup. Merci aux 2 témoins. Il faut maintenant mettre fin au premier panel. Merci d'être revenu, Mme Jacobs. Et merci, Mme Warner, également. Alors, nous allons prendre une brève pause et nous préparer pour le prochain panel. Alors, je déclare la séance ouverte. Je pense que nous avons un quorum. Je remercie M. Alterman de revenir encore une fois devant le comité pour traiter de cette étude et je souhaite également la bienvenue à M. Greg Kipling, directeur général politique et planification et affaires interministérielles. Nous allons d'abord entendre vos déclarations et ensuite nous passerons aux questions. Avec intérêt les témoignages des personnes qui ont comparu devant le comité. Certains de ces témoignages ont soulevé d'importantes préoccupations. Je limiterai donc mon intervention à ces préoccupations. En premier lieu, j'aimerais souligner que la décision de la CISR de revoir le processus de traitement des plaintes a été prise en 2016. Les reportages dans les médias qui semblent avoir suscité cette étude remontent à la fin de 2017. En d'autres mots,
L'élaboration du nouveau processus relatif aux plaintes n'est pas une réponse à une couverture de presse négative. De toute évidence, les reportages dans les médias étaient troublants et n'importe qui les ayant lus aurait été préoccupé à juste titre. Mais bien avant que ces reportages ne soient publiés, la Commission reconnaissait déjà le besoin de réviser le processus relatif aux plaintes et à cette fin de mettre rapidement en place des initiatives incluant, entre autres, la tenue des consultations avec nos intervenants. Second, in commenting on the revised Deuxièmement, en faisant des commentaires sur le processus révisé relatif aux plaintes, un certain nombre de témoins ont indiqué que si le président tranchait sur ces plaintes, cela le mettait dans une situation de conflit d'intérêts. C'est mal comprendre le rôle du président et sa redevabilité devant le Parlement. C'est un poste qui semble présumer que le président, en fait, a un intérêt en couvrant des cas d'inconduite. Ron Ellis et le professeur Flaherty signalent qu'en tant que dirigeant du tribunal, les intérêts principaux du président sont de préserver l'intégrité du système d'arbitrage. Alors, troisièmement, certains témoins ont indiqué que le processus de plainte était un moyen approprié pour contester la substance d'une décision d'un membre, pas seulement son comportement. On a fait allusion à des écarts de taux d'acceptation et on semble vouloir indiquer que des membres disent non trop souvent et qu'on devrait faire quelque chose à ce sujet, peut-être par le processus de plainte. Selon moi, cela est contraire au principe de base de la règle de droit. Les arbitres sont censés décider de cas selon les preuves qui leur sont présentées et selon la loi. Une fois qu'on commence à vouloir modifier les résultats en exerçant des pressions sur les arbitres, la règle de droit est minée. Le processus relatif aux plaintes doit être utilisé et je vous demanderai de faire, de garder à l'esprit la distinction. Quatrièmement, selon notre expérience, le fait d'avoir une formation en droit des réfugiés n'est pas un prédicteur aussi valable de succès que le fait d'avoir des compétences qui font un bon arbitre, c'est-à-dire l'empathie, la sensibilité culturelle, les capacités de raisonnement et de rédaction. Nous enseignons aux nouveaux membres la loi et en fait, cette partie est la plus facile. Enseigner aux membres comment gérer une audience de façon juste et efficace et avec respect et sensibilité, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour cela que nous essayons de choisir des gens dès le départ qui ont les bonnes compétences plutôt que de chercher des gens qui ont une formation dans des domaines du droit dont on traite à la Commission. En fait, si on devait réduire le bassin à seulement ceux qui ont une formation en droit de l'immigration, cela nuirait à notre capacité de recruter des gens qualifiés à une époque où nous faisons l'objet d'énormément de pression pour trouver un grand nombre de décideurs. Finalement, l'approche à la sélection que nous adoptons est conforme à l'approche du gouvernement qui se concentre sur la recherche de candidats qui reflètent la diversité. En tant que tribunal imputable, cette commission continue d'apporter des améliorations continues. Je vais vous donner un exemple sur lequel nous travaillons actuellement. Nous sommes en train d'évaluer, au bout d'un an, l'utilisation des directives sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle pour voir comment elles ont été utilisées jusqu'à maintenant. Nous allons partager notre analyse avec des experts et rechercher leur avis sur la façon d'aller de l'avant pour assurer l'application efficace de ces nouvelles directives. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à M. Hassan Dangari pour une première ronde de 7 minutes. Merci, Monsieur Atterman et Monsieur Kipling. Avant de passer à mes questions, j'aimerais porter quelque chose à votre attention. Et habituellement, je n'aime pas soulever des questions pendant les témoignages, mais j'aimerais tout de même soulever ce cas-ci parce qu'il fait référence à la lettre de Monsieur Atterman d'avril 2018 où il y a eu une demande présentée par le comité
pour une copie du rapport intérimaire de M. Neil Yates qui nous a été renvoyé et où on indiquait que la Commission ne pouvait pas nous le fournir. Alors, j'aimerais, je ne sais pas s'il faut demander le consentement ou proposer une motion, Monsieur le Président. Oui, vous pouvez proposer une motion pour que ce document demandé soit fourni par le ministère, parce que je pense que c'est lui qui a commandé l'étude. Alors, je fais allusion à cette demande du 17 avril qui sera envoyée au ministère pour réponse. Merci. Alors, pour préciser les choses pour le comité a adopté une motion pour demander le document de la CISR et la CISR a dit respectueusement qu'elle ne pouvait pas nous transmettre ce document. Alors, on a un certain nombre d'options lorsque cela se produit. On peut simplement accepter le refus de nous coller le document ou on peut négocier avec la Commission ou on peut l'obliger. Et ça, je dirais que c'est dans la deuxième catégorie. Plutôt que la Commission diffuse le document, ce serait le ministère. Donc, la motion maintenant demande au ministère de nous communiquer ce document qui a été réclamé par le comité. Est-ce que cela a été bien compris par le comité? S'il n'y a pas de questions, quels sont ceux qui sont pour? Contre? La motion est donc adoptée. Alors maintenant, vous pouvez aller de l'avant. Alors, j'ai combien de temps, Monsieur le Président? 4 minutes et demie environ. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'une chose soit bien claire. La CISR fait l'envie du monde. Elle a des normes très élevées en matière d'arbitrage. De la part des avocats et d'autres intervenants avec qui j'ai pu m'entretenir depuis des années, la CISR est très bien perçue. Elle a fait énormément de travail. Plus de 435 000 décisions ont été prises depuis 2009 par la CISR. Le problème, c'est qu'il y a une apparence. Ce n'est pas un conflit réel, mais il y a une apparence de conflit que le président qui entreprend une enquête pourrait, et je reconnais ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut avoir la possibilité de s'assurer que la CISR continue d'être inattaquable en matière d'arbitrage. Alors, que pouvez-vous nous offrir qui vous permettrait de poursuivre votre travail sans imposer une couche supplémentaire d'arbitrage pour les plaintes, tout en assurant les Canadiens de l'indépendance de la Commission et du processus d'enquête, ce qui sont deux choses distinctes, je pense. Alors, ce que je dirais en réponse à ceci, c'est que, je vous renvoie encore une fois aux remarques que j'avais faites initialement. Le reportage dans les médias, à juste titre, a attiré beaucoup d'attention. Je ne veux pas parler de ces reportages dans les médias. Là, je parle uniquement du processus. Et je ne veux pas qu'on s'attarde à ces affirmations dans les médias. Je veux voir les choses simplement du point de vue du processus. Il y a eu une plainte contre l'un de vos arbitres qui a été déposée soit par un demandeur ou un avocat. Et j'imagine qu'une décision a été prise après coup. Alors, une plainte a été envoyée à votre bureau et vous surveillez le processus de cette plainte. Alors, comme organisme indépendant. Alors, est-ce qu'on devrait avoir un comité consultatif ou mettre d'autres mesures en place pour qu'il y ait un autre palier qui séparerait votre bureau du processus pour qu'il y ait au moins une apparence d'un niveau accru d'indépendance? Je pense que le fait que ces choses soient traitées par le bureau du président soit un fardeau administratif
Le problème de perception que vous signalez est un problème qu'on a essayé de corriger en modifiant le processus et en faisant en sorte que le président doive rendre des comptes directement. Est-ce que le président pourrait porter de conseil de parties non intéressées qui examinerait la plainte avec le président? Ce serait certainement une possibilité. Ce que je demanderais à cet égard, c'est que si c'est la voie que le comité veut poursuivre, si vous voulez avoir un point de vue totalement impartial de ces choses, ces conseillers externes devraient être des gens qui n'ont aucun intérêt dans la question. Il ne faudrait pas que ce soit des gens de la communauté de l'immigration, parce que ces gens-là ont un intérêt. Alors, c'est peut-être une option que vous voudrez poursuivre, mais il ne faut pas oublier non plus le coût et le temps et la complexité associée avec la judiciarisation de ce processus. À ma connaissance, les conseils judiciaires canadiens s'en réfèrent à des organismes externes et il y a eu seulement 14 cas depuis 1971 de ces enquêtes qui ont duré, dans certains cas, très longtemps et qui ont impliqué un grand nombre d'avocats. Oui, c'est ce que je voudrais éviter, justement. Parce qu'un autre processus de ce genre pourrait très bien pas bien nous servir. Mais bon, la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que certains ont l'impression que l'arbitrage se fait dans le même bureau. Alors, on a peut-être besoin d'un niveau différent. Bon, merci. Alors, votre temps est écoulé. Madame Rampo. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci d'être revenu. Merci pour le travail effectué par votre organisation. J'aimerais avoir des précisions sur des points soulevés par certains témoins. D'abord, concernant le processus relatif aux plaintes et la liste de résultats possibles de plaintes, ceci a été soulevé plusieurs fois. Alors, avec des conseils quasi-judiciaires, on a des listes très claires de plaintes, alors, des listes de résultats. Alors, est-ce que vous songez à rendre votre liste publique? Est-ce que c'est un engagement que vous avez pris? Bon, il y a deux choses que je pourrais dire à ce sujet. D'abord, la Commission réagit aux plaintes en fonction des faits de la cause. Dans la majorité des cas, selon notre expérience, ce sont des cas uniques où un membre se comporte de façon inadéquate, irrespectueuse envers un plaignant. Et à ce moment-là, on réagit par la formation ou par une réprimande ou par exiger des excuses. Dans le cas des nominations par décret, c'est le gouverneur en conseil qui nomme et c'est le gouverneur en conseil qui peut congédier un candidat qui a été nommé. Il y a des dispositions dans la loi qui portent là-dessus. Elles sont complexes et difficiles. Du côté de la fonction publique, le président, en tant que sous-chef de l'organisation, a le pouvoir de congédier un décideur, mais c'est à la suite de toute une procédure. Il y a toutes sortes de dispositions qui s'appliquent. Bon, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que vous diriez qu'il y a cohérence ou qu'il y a un cadre qui s'applique par rapport aux résultats des plaintes et que des types semblables de crimes entraîneraient des peines semblables? Ce que j'essaie de dire, c'est que on ne peut pas avoir un certain type de comportement si la réprimande n'est pas claire lorsqu'il y a des cas qui ont été jugés comme méritant ce genre de réprimande. Bon, ce serait difficile de créer une grille disant que tel comportement attire tel type de sanction, parce que cela dépend des faits dans un cas donné. Oui, mais on pourrait dire, surtout dans le cas qui a précipité ceci, où, selon les médias, il y a eu une inconduite assez flagrante. C'était un cas de misogynie assez évident qui aurait dû entraîner un résultat très clair. Alors,
Je ne comprends pas comment on peut appliquer un code de déontologie si les résultats des plaintes ne sont pas clairs pour ceux à qui ça s'applique. Bon, on peut dire qu'il y a un manque de transparence, pas seulement de la façon dont les plaintes étaient traitées, mais aussi dans les résultats. Et je pense que le remède, c'est de centraliser, c'est ce qu'on a fait, de sorte qu'il y a un organisme décisionnel qui traite toutes les plaintes et il va y avoir une certaine harmonisation. Et je regarde, des façons pour se faire, c'était mon collègue, on ne veut pas des plaintes accessoires ou espèce même si c'est un cadre très élevé qui détermine les résultats des processus de plainte, que ça peut préciser et clarifier ces problèmes. Je peux penser un cas, une plainte, bon, il y a quelque chose dans les médias, bon, justice n'a pas été rendue d'avance. Cette transparence permet de favoriser un comportement approprié, mais ça empêche le fait qu'on reviendra devant ce comité dans 2 ans. Ça est ressorti souvent, vous savez. C'est pas difficile pour nous. Donc, de vous donner la gamme de sanctions possibles. Bon, alors, c'est les choses qu'on ne peut pas faire d'avance, on ne doit pas faire d'avance. C'est préjuger de la chose. Alors, vous savez, et je pense que c'est connu, les membres le savent, que les sanctions vont d'une réprimande, d'une formation, de retrait de salle d'audience et même destitution. Donc, la gamme des résultats positifs, c'est pas quelque chose qui est publicisé de façon cohérente, n'est-ce pas? Oui, c'est un commentaire juste. C'est là où je veux en venir. Je ne vous demande pas de préjugement, c'est un bon commentaire, mais je pense qu'une partie du problème, c'est qu'il y a un manque de clarté. Que ça sert d'avoir une plainte? Je ne sais pas quel sera le résultat. Donc, est-ce quelque chose qui potentiellement serait une bonne idée de préciser la gamme des résultats possibles? C'est pas un problème du tout pour modifier des protocoles, de préciser quelles sont les sanctions, la gamme de sanctions. Ce qui serait un problème serait essayer d'appareiller cela à des comportements parce qu'on perd de vue le compris. Bon, pour faire suite à vos commentaires, pensez-vous que la gamme des résultats potentiels sont adéquats présentement pour faire respecter le type de comportement que vous voulez? Très bien. Pour les intervenants qui ont dit non, qu'est-ce que sera votre réaction? Le problème, et franchement, j'ai dit ce comité, ce sont le fait que cette organisation peut plus faire par le passé de façon transparente et logique. Très brièvement. Je m'excuse de vous interrompre, j'ai peu de temps. Quant à l'arrêt de cas que vous avez présentement et les plaintes éventuelles, pensez-vous que cet important rage aura un impact sur la capacité des demandeurs d'asile de se rappeler les détails nécessaires dans leur demande? Oui, c'est une préoccupation, c'est une préoccupation. On a le groupe de travail qui traite ces cas, vous savez, qui venaient avant l'amendement de la loi. Donc, un nombre de cas qui a fait beaucoup de progrès, qui remonte à plusieurs années. Donc, il y a des gens qui attendent jusqu'à 8 ans, vous savez, pour que leur demande soit entendue. Lorsqu'on a créé ce groupe de travail, on les a formés sur l'évaluation de la crédibilité, étant donné que ces événements remontent dans le temps. Et c'est toujours le cas dans n'importe quel système que plus c'est franc en mémoire, plus c'est facile de faire d'arriver à une décision. Merci. Merci, M. le Président, et merci aux représentants d'avoir revenu devant le comité. Je sais que dans la correspondance que vous nous avez envoyée, vous avez souligné 3 aspects que j'ai abordés. D'abord,
Donc, concernant les plaintes qui sont formulées et que le membre en question a quitté l'organisation et l'a vu à l'époque, c'est qu'on ne peut plus donner suite à la plainte. Et dans votre correspondance, vous dites que peut-être il y a une façon de le faire et en fait, vous allez le faire. Je me demande quand vous avez précisé ce processus dans votre organisation, une fois que vous allez déterminer comment vous allez procéder, pouvez-vous nous envoyer cette information pour fin d'information? Je m'intéresse surtout à cela parce que c'est important de terminer une plainte, de voir jusqu'à la fin et voir, s'assurer qu'il y ait une issue en bout de ligne. Vous savez, je vais être très clair là-dessus. Une fois enfin, que quelqu'un a quitté l'organisation, on n'a aucun pouvoir de sanction sur ce membre. Nous avons un pouvoir. Et ça, c'est le point que on a modifié notre approche. Même si on ne peut pas sanctionner ce membre, on peut rendre une décision s'il y a eu une inconduite. Et la valeur de le faire, c'est qu'il y a des leçons qu'on peut tirer et apporter une certaine clôture alors que ça ne nous revienne pas. C'est indiquer comment le protocole amendé traite la question. J'apprécierais recevoir cela. Je pense que c'est important, encore une fois, qu'une plainte aboutisse. C'est un autre point auquel vous avez fait allusion dans votre correspondance. C'est la question de formation. Maintenant, en discussion, des témoins se sont manifestés pour répondre à la notion que lorsqu'une plainte est formulée et qu'elle est motivée et que la formation est nécessaire pour ce membre, je posais la question à maman, comment pouvez-vous décider et évaluer si cette personne a besoin de formation additionnelle ou et si ça réussit, votre réponse sera évaluée à la fin de l'année lors de l'évaluation annuelle. Certains témoins ont dit que c'est pas suffisant. En fait, il va vérifier pour s'assurer que la formation additionnelle exigée pour une personne qui a été sanctionnée a été bien incorporée. Donc, à cette fin, je me demande si vous pouvez commenter là-dessus pour s'assurer. Le but ici, c'est de s'assurer que lorsqu'une plainte est motivée, que la personne doit, par exemple, suivre une formation additionnelle, que cette formation comporte les éléments nécessaires et l'effet voulu. Faire une évaluation annuelle, c'est un élément, mais de faire le suivi après la formation pour s'assurer que ça a été efficace, c'est aussi important. Alors, je me demande si vous pouvez commenter sur cet aspect. Dans n'importe quelle organisation, nous avons un processus formel pour l'évaluer qui est fait sur une base annuelle, c'est cyclique, mais comme n'importe quelle organisation, il y a des gestionnaires qui ont à l'œil les personnes qui font rapport quotidiennement. Ça se fait de façon informelle. Et vous savez, s'il y a un problème avec un membre, bon, le gestionnaire est conscient de cela et le gestionnaire est impliqué dans ce genre de choses, de concevoir la formation requise. Et le gestionnaire, quotidiennement, regarde comment ça se passe. Alors, donc, ça fait partie d'une évaluation formelle à la fin de l'année. Je ne parle pas de mise à jour de l'évaluation de rendement, mais même en tant qu'employeur, par exemple, si vous avez une situation où une personne qui a des problèmes, à moins qu'il y ait une plainte et que la plainte, fait l'objet d'une enquête est valable. Donc, la personne doit suivre une formation additionnelle. Vous voulez évaluer l'efficacité de cette formation, pas seulement de façon informelle, mais ça, c'est important. Et même à part des questions de plainte, les témoins ont dit que la formation est déficiente et je pense que c'est aux membres de la commission de s'assurer qu'il y a une formation adéquate et bien sûr de faire le suivi de cette formation et s'assurer que cette formation est efficace et qu'ils ont le soutien additionnel qui leur
Si vous n'avez pas cette évaluation formelle, il n'y a aucune façon de s'assurer que cette formation a été efficace et que le résultat de cette formation sera celui espéré. Donc, ça, c'est le point. Mais c'est le processus, mais aussi optimiser les résultats, ce qui intéresse tout le monde. Est-ce l'intention de la Commission de s'assurer qu'il y a un processus pour s'assurer que la formation a été efficace pour ceux qui ont fait l'objet de sanctions et sur une base régulière pour les autres membres du Conseil? Ce n'est pas le genre de choses que va ignorer l'organisation sensibilisée et la formation va, bien sûr, en tenir compte. Alors, quel est le processus officiel? Vous dites que c'est pas une chose que vous ignorez, quel est le processus formel. Je vous donne un exemple concret. Jeudi, la division d'appel offre une formation nationale sur les cas qui ont été retournés par la Cour fédérale. La Cour fédérale était critique de la division d'appel, que ce soit, par exemple, le langage utilisé dans la décision ou des questions que la Cour perçoit comme un manque de sensibilité culturelle. C'est un exemple précis où cette division met l'accent sur les réactions de la Cour fédérale à la façon dont cette division traite certains cas, et c'est parce que les membres sont préparés à réfléchir, à se demander s'ils font bien le travail. Alors, merci pour ça. Mais malheureusement, ça ne répond pas à ma question. Mais je vais m'arrêter là. Monsieur Chevalier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Adaman et Kipling. Monsieur Adaman, pensez-vous que... Donc, je vais reprendre où Mme Comte s'est arrêtée. Si vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un, j'ai trouvé inquiétant que beaucoup, dans le cas de beaucoup de plaintes, lorsqu'une plainte est faite, c'est que le membre démissionne, est muté. Donc, la plainte n'a jamais traité. Pensez-vous que les nouvelles mesures, vous allez pouvoir le faire? Et comment allez-vous obtenir des témoignages de personnes qui ont quitté lorsqu'ils apprennent qu'il y a une plainte? Par exemple, je sais, par exemple, que le Conseil judiciaire canadien et le Conseil d'examen des juges de paix sont d'opinion que lorsqu'un juge quitte son bureau, la plainte est terminée. Donc, la démarche qu'on propose est très différente de celle-là. Ce n'est pas la même. Il y a des cas, je pense, où, pour question pratique, c'est peut-être difficile d'avoir toute l'information, mais une démarche qu'on peut adopter à cet égard, c'est de dire aux membres qui quittent, cette plainte a été faite à votre égard. On sait qu'on comprend comme il n'y a plus de membres, mais vous avez une opportunité de raconter votre version. Et si vous refusez, peut-être qu'on veut procéder à constatation malgré ça. Et c'est pas enlever l'opportunité de présenter leur point de vue. Ça va être sur une base volontaire pour de passer. Vous dites que cette opportunité n'est pas offerte aux membres qui quittent. Hein? Il y a eu très peu de cas où un membre a quitté et donc celui-ci qui était concerné par les deux comités. La question n'a pas été soulevée auparavant, mais maintenant que ça a été soulevé, la démarche qu'on va adopter à cet égard, c'est qu'il n'y a pas un problème du point de vue de la procédure à suivre. Même si vous n'êtes plus un membre, voilà l'opportunité de vous exprimer. Si vous ne l'avez pas su, on peut procéder de toute façon. Je ne veux pas dire que ça soit dire dans chaque cas. Peut-être qu'il peut s'avérer que nous ne sommes pas en position de le faire dans certains cas. Alors, il y a ce problème, mais dans bien des cas, on sera en position de le faire. Et qui est pourquoi c'est une chose que c'est dans l'intérêt de la Commission au plan de la transparence et de l'imputabilité de le faire.
Je pense que ça devrait l'être, oui, parce que il n'y aura pas de clôture si vous ne faites pas. La deuxième question, donc, même avant que vous parliez, c'était soulevé lors de l'ancien panel. Les membres du Conseil n'ont pas de soutien adéquat. Bon, qui font le travail de juge et le travail administratif en même temps. Pensez-vous que c'est vrai ou pensez-vous que les membres ont besoin plus de personnel de soutien pour alléger leur charge de travail plus efficace? Par la façon dont on fait l'allocation des ressources à l'interne, les membres m'ont toujours apprécié davantage. C'est une question d'équilibre et des pressions d'organisation. La principale préoccupation présentement, surtout l'argent qu'on a reçu dans le budget, c'est de mettre l'accent sur trouver des décideurs disponibles. Ça, c'est le premier travail de l'organisation. Et si on trouve plus de décideurs, qu'on a des personnes de soutien, alors il faudra, faire avec. En bout de ligne, la chose la plus importante de l'organisation, c'est un grand nombre de demandes. Ce sont des décideurs qui peuvent, mais les décideurs, s'ils passent trop de temps sur des tâches administratives, peut-être ça nuit à la capacité de rendre des décisions. Et vous dites présentement que la personne ne soutient pas le problème, c'est le manque de personnes qui peuvent prendre des décisions. Oui, parce que c'est très spécialisé comme compétence. C'est pas facile de trouver quelqu'un de formé rapidement dans ce domaine. Et du point de vue des ressources humaines, c'est le plus grand défi pour vous que le soutien. Le soutien, c'est pas ce qui m'empêche de dormir. C'est est-ce qu'on peut trouver des personnes qui peuvent décider de façon juste efficace. Quel serait le plus grand obstacle à trouver des gens dans ces postes? Quels sont les défis actuels auxquels vous êtes confrontés? Pourquoi les gens qui sont compétents ne font pas une demande, ne postulent pas? Ou le type d'arbitre dont vous avez besoin? Le financement temporaire, vous savez, vous devez pouvoir attirer des gens. Donc, et puis les amener à la commission. Donc, ce qui est offert, la période offerte, c'est le défi. Oui, c'est le défi avec le financement temporaire. Et les positions à temps partiel où les gens peuvent poursuivre leur carrière et faire ça à temps partiel. Est-ce quelque chose qui peut aider? Oui, ça peut. Et on utilise cela. On a cette équipe Legacy, par exemple, est composée d'anciens membres qui sont retraités et qui travaillent à temps partiel. Et donc, on essaie de trouver ce genre de personnes. Vous savez, mais ils viennent avec l'expérience. Ils sont très rapidement au parfum et on utilise de plus en plus de décideurs à temps partiel et on n'exclut rien où on peut trouver des gens qui font le travail. Il vous reste environ une demi-minute. Je cède la parole au suivant. Oui, tous ceux qui, en général, disposent d'une demi-minute, prenez une minute. Bon, alors merci encore. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être revenu aujourd'hui. Messieurs, alors, Monsieur Atterman, en mars, vous avez indiqué que sur les 425 cas, il y avait eu 45 décisions et qu'il y avait eu une vingtaine de plaintes. Alors, est-ce que le nombre de plaignants, à votre avis, enfin, le nombre de plaintes est proportionnel au nombre de décisions rendues? Bon, 425. Est-ce que ce nombre de plaintes donc est proportionnel au nombre de décisions? Est-ce que ça justifie une restructuration du processus relatif aux plaintes à la Commission?
Eh bien, la raison pour laquelle j'ai fait cette comparaison, c'était pour mettre les choses dans leur contexte par rapport au nombre de décisions rendues par la Commission de façon quotidienne. Cela ne veut pas dire qu'une plainte individuelle n'est pas importante et qu'on ne devrait pas lui accorder toute l'attention nécessaire. Mais le problème que nous avons, et c'est très bien illustré par ce cas présenté dans les médias, c'est que un ou deux incidents peuvent entacher complètement la réputation d'une organisation et tout le bon travail qui est effectué par toutes les autres personnes qui font cela quotidiennement et qui n'ont aucun problème. Alors, c'est la raison pour laquelle on se concentre là-dessus et c'est la raison pour laquelle on a restructuré le processus. Alors, vous parlez d'individus vulnérables et des cas entourant ces individus. Alors, comment est-ce que cela est pris en compte dans le processus relatif aux plaintes? Eh bien, le processus relatif aux plaintes essaie d'accommoder les personnes vulnérables. Il y a des dispositions précises dans les procédures révisées qui portent là-dessus et nous allons faire des accommodements si quelqu'un estime qu'il serait retraumatisé, s'il devait revenir en arrière. Alors, on s'appuie sur le représentant pour qu'il les défende et nous traitons la plainte donc avec le représentant. Bon, merci. Alors, en février, bon, il y a eu la fin d'un processus et le bureau a publié un rapport énumérant le nombre de plaintes. Les plaintes et leurs conclusions. Alors, quels sont les aspects de ce processus relatif aux plaintes qui devraient être promus pour promouvoir la transparence du processus relatif aux plaintes? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'aimerais avoir un peu plus de précision là-dessus. Oui, alors ce que vous verrez, et là je travaille sur un cas qui sera bientôt affiché sur le site web de la Commission, c'est un ensemble de raisons anonymisées qui décrit le problème, les allégations contre le membre, les conclusions que je vais tirer et la décision quant à savoir si la plainte est oui ou non fondée. Ça n'inclura pas de nom ou le lieu où la commission a pris cette décision. Donc, tout est anonyme et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour s'assurer que le public, en regardant cela, peu importe qui c'était et où cela a eu lieu, on pourra savoir quelles sont les allégations et comment la commission y a réagi. Et le public pourra juger lui-même si c'est satisfaisant. Donc, ce ne sera pas seulement 2 lignes, il y aura des justifications assez détaillées. On dira ce qui a été reproché et qu'est-ce qui a été décidé. Alors, il est très clair que vous avez cette nouvelle responsabilité en vertu de cette nouvelle procédure. Alors, avec cette responsabilité et en tant que président par intérim, maintenant qu'il doit prendre des décisions au sujet de ces plaintes, pourriez-vous nous donner des détails sur les avantages et les inconvénients que vous voyez dans le fait que le président doit exercer un contrôle important sur ce processus relatif aux plaintes? Je crois que les avantages sont ceux que j'ai mentionnés. La perception d'un manque de reddition de comptes découle du fait que ceci était très diffus. Ça a été réparti entre 4 divisions et 3 régions, donc 12 décideurs différents avec des incohérences. Et maintenant, tout cela est centralisé. C'est centralisé avec la personne qui est redevable au public et au Parlement. Et donc, c'est probablement évident pour vous, mais moi, je suis un défenseur de cela et je ne vois pas tellement d'inconvénients à ce nouveau système. Merci. Alors, Monsieur Tabara? Oui, merci, Monsieur le Président. 2 choses. Alors, je comprends que le processus de formation peut être continu et qu'il y a eu de la formation déjà qui a été offerte dans le passé et qu'elle se poursuit concernant l'analyse sexo-spécifique, mais
pour ce qui est des plaintes, et j'ai déjà posé cette question, et pour poursuivre sur ce que mon collègue disait, est-ce qu'il... Je ne devrais peut-être pas dire cela, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir eu un autre palier lorsqu'il y a un processus de plainte, lorsqu'un arbitre estime que 44% n'ont pas de motif crédible et que les autres arbitres atteignent un taux de 28 à 30% avec cette désignation. Alors, je comprends que l'arbitre a une certaine discrétion et qu'il peut prendre ses décisions en fonction de ses preuves, mais une fois ce processus en cours, et quand ce phénomène existe là depuis des années, est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose? Eh bien, le problème avec le respect que je vous dois, c'est de savoir quels sont les outils à utiliser pour traiter de quel problème. Ce n'est pas un problème de contact, c'est un problème qui est lié à la perception d'incohérence ou à des incohérences comme telles. Et la façon dont c'est traité, et je pense que je n'ai peut-être pas été assez claire là-dessus lorsque j'ai déjà comparu devant le comité. Alors, à la division des appels et à la division de la protection des réfugiés, il y a maintenant des structures qui traitent de la question de la cohérence. Donc, la division d'appel a un comité de stratégie. C'est un groupe de membres. Ce n'est pas la direction, ce sont des membres qui se réunissent et qui se penchent sur des questions préoccupantes du point de vue de la cohérence. Donc, ils font des analyses statistiques pour voir si oui ou non il y a des problèmes de cohérence. Parce que souvent, il semble y avoir un problème de cohérence, mais ce n'est pas le cas en fait. Et si on regarde le pays d'origine, ceci n'est pas nécessairement l'indicateur. S'il y a divergence entre les membres sur des demandes d'un pays d'origine particulier, ce n'est pas nécessairement une indication d'incohérence. Je peux vous donner un exemple. On a des demandes de la Chine où parfois le demandeur dit qu'il est persécuté parce qu'il est membre de Falun Gong et un autre demandeur va dire c'est parce que je suis chrétien, un autre va dire c'est à cause de mes croyances politiques. Donc, c'est selon les types dans un pays, ce qui vous donne un indicateur plus granulaire concernant la cohérence. Ce n'est pas basé sur le pays de référence. À la division de la protection des réfugiés, on a mis sur pied des groupes qui en traitent pour voir s'il y a problème de cohérence ou non. Dans tout système d'arbitrage, que ce soit à la CISR ou devant les tribunaux ou la Cour fédérale, il y a toujours un niveau ambiant d'incohérence parce que ce sont des humains qui prennent des décisions. Et je ne sais pas ce qu'est la gamme optimale de variance qu'on devrait avoir. Mais je pense que personne ne peut le dire non plus avec le respect que je dois au professeur Réag. Je ne sais pas par rapport à quoi il mesure notre incohérence. Alors oui, lorsque vous avez des extrêmes, c'est assez évident. C'est une question de sens commun qu'il y a un problème. Bon, si vous me permettez de vous interrompre pour une minute, je vous demanderais peut-être de soumettre d'autres renseignements sur la cohérence au comité. Je vais céder la parole maintenant à mon collègue. Oui, alors j'ai l'impression que les mesures mises en place depuis un an pour traiter du problème concernant les directives et le nombre de nominations et le processus relatif aux plaintes sont là et ce serait bon maintenant de voir ce qu'elles donnent comme résultat. Une autre question qui a surgi aujourd'hui lors du témoignage de Mme Warner, c'est le rôle du greffier par rapport au rôle d'un membre au niveau inférieur de la division. Et comment ce travail est géré à la fois du point de vue de votre rôle, le président, de s'assurer que l'organisation est bien gérée du point de vue des relations de travail, mais du point de vue aussi de l'indépendance des membres pour prendre des décisions à un niveau fondamental. Si nous avons des incohérences dans les approches, comment est-ce que votre organisation traite de ces incohérences? Parce que ça ne semble pas être une relation traditionnelle employeur-employé par rapport aux membres. Alors,
pourriez-vous nous en parler un peu? Vous étiez dans la salle, alors pourriez-vous nous parler des défis, nous dire comment vous avez traité de la dotation de façon appropriée et quel est le mélange de relations que vous avez avec les membres, à la fois les superviseurs et les autres? Eh bien, il y a certains aspects qui sont inhérents dans les travaux de la commission et qui changent la relation traditionnelle employeur-employé. Par exemple, moi, je suis nommée d'abord comme membre. Mon poste est un poste de vice-président, mais je suis d'abord membre et ensuite je suis vice-président. Lorsqu'il s'agit de discuter de cas avec les autres membres, ma voix n'a pas plus de poids que celle des autres membres. Lorsque je traite avec mes collègues de prise de décision, je le fais en tant que père. Et donc, il faut gérer cette relation avec la relation traditionnelle employeur-employé. Alors, le gros problème pour nous, au niveau pratique, c'est de faire la distinction entre des questions d'indépendance des membres et les questions de relations employeur-employé. C'est le processus relatif aux plaintes qui a mis cela en exergue, parce que très souvent, on ne traitait pas adéquatement des plaintes contre les membres parce qu'on les voyait comme étant des questions d'arbitrage plutôt que des questions de comportement, alors qu'il s'agissait de questions de comportement. Alors, ce n'est pas toujours très clair. Bon, alors, je peux vous donner une minute de plus si M. Maguire a 5 minutes et ensuite, vous aurez peut-être du temps pour 1 ou 2 minutes. Vous aurez plus de temps. Je peux prendre une partie du temps de M. Maguire, mais vous l'aurez de toute façon parce que nous avons 5 minutes et ensuite 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, et je suis persuadée que mon collègue aura le temps de poser sa question lorsque j'aurai terminé. Alors, il y a beaucoup d'arriérés dans les cas maintenant à la CISR. Alors, que pensez-vous des temps d'audience? Certaines durent plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui attendent donc pour entrer au Canada. Alors, quel est l'impact de la possibilité de se souvenir de tous les détails sur sa possibilité d'être accepté? Est-ce que vous êtes préoccupé par cela? Est-ce que vous en tenez compte? Oui, c'est une préoccupation. Parfois, la nature d'un cas particulier est telle qu'on peut en traiter très rapidement et parfois, la demande est telle qu'il faudra qu'elle soit entendue pendant plusieurs séances et ça peut s'échelonner sur plusieurs mois et même sur plusieurs années. Comme je vous l'ai déjà indiqué, cela a une incidence sur les souvenirs des gens et ce n'est jamais bon pour nous d'étirer ces choses-là sur des périodes prolongées. Monsieur Kipling pourrait peut-être vous parler des temps de traitement moyen et vous indiquer où nous en sommes à ce sujet. Oui, alors comme le comité le sait peut-être, il faut à peu près... Il y a des temps d'attente d'environ 19 mois maintenant pour les demandes présentées aujourd'hui. Donc, cela reflète le grand nombre de demandes que nous recevons et notre capacité de traiter ces cas. Mais c'est là que le financement temporaire nous aidera à accroître notre capacité pour entendre davantage de cas. Mais le système de plainte est encore traité à l'interne, d'après ce que j'ai compris, mais apparemment, les juges de paix, par exemple, sont réglementés par une loi sur les juges de paix. Alors, est-ce que vous pensez que l'IRPA a mis sur pied un processus relatif aux plaintes adéquat également? Eh bien, selon moi, il y a une distinction entre les agents judiciaires, les juges de paix et les membres de tribunaux administratifs. Je ne connais pas de processus relatif aux plaintes. Non, pardon. Au Québec, ils ont un organe externe, mais à part cela, je n'en connais pas d'autres qui... ils font examiner leurs plaintes à l'externe.
Je n'ai pas d'expertise dans ce domaine, mais ce que je comprends, c'est que comme les juges n'ont pas de mandat limité, leur permanence est telle qu'elle doit être protégée. Mais vous avez, par exemple, le Conseil judiciaire canadien. Là, on ne traite que des cas où on va renvoyer un juge, plutôt que de savoir si oui ou non un juge, dans un cas donné, a été impoli envers quelqu'un dans son tribunal. Merci. Alors, ma question concernera le processus relatif aux plaintes. On énumère les résultats possibles des plaintes et on a vu que, on a fait référence aux juges de paix qui ont des listes très claires de résultats de plaintes. Alors, est-ce que vous pourriez vous engager à rendre publique la liste de réprimandes possibles? Comme je l'ai indiqué à Mme Rampol, je pense que nous pourrions indiquer quelle est la gamme de sanctions possibles. Qu'est-ce que la Commission peut imposer, que ce soit pour les fonctionnaires ou les nominations par décret? Ce que je tiens à souligner, cependant, c'est que du côté des nominations en conseil, c'est le gouverneur en conseil qui nomme et donc la Commission ne peut pas congédier un membre qui a été nommé de cette façon. Ce n'est que le gouverneur en conseil qui peut le faire et c'est ce qui est prévu dans la loi, dans les articles 76 et suivants. Merci. Monsieur Whelan, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais revenir sur la question précédente. Alors, lorsqu'on a entendu le professeur Flaherty ici la semaine dernière, elle a mentionné les caractéristiques qu'on recherchait dans les qualités d'un administrateur et d'un arbitre. La cohérence dans la prise de décision, la compétence en droit, le bon tempérament, le bon comportement et la capacité de faire le travail efficacement. Alors, il me semble que le processus relatif aux plaintes ne porte que sur l'aspect comportement. Il ne traite pas des autres domaines où on pourrait se poser des questions concernant la prise de décision, la cohérence, la compétence juridique ou l'efficacité. Alors, comment est-ce que ces 3 autres domaines sont abordés dans votre gestion à la CISR? Non, vous avez raison. Le processus relatif aux plaintes ne porte pas là-dessus et ne devrait pas le faire non plus. Ce sont des enjeux qui portent sur la performance d'une personne et non pas sur son comportement envers les autres. Alors, il y a de la formation et un processus d'évaluation. Ce sont là les outils qu'on utilise pour traiter de ces enjeux. Dans le cas des nominations par gouverneur en conseil, eh bien, que ce soit du côté de la fonction publique ou des nominations par gouverneur en conseil, il n'y a qu'un candidat sur 10 qui va se qualifier. Donc, le processus est assez rigoureux. Mais cela dit, il n'est pas parfait. Parfois, nous nommons des gens qui, finalement, ne peuvent pas faire le travail. Du côté des nominations par gouverneur en conseil, il y a des limites de mandat. Du côté de la fonction publique, on a des mécanismes disciplinaires. Et ces mesures sont appliquées et le processus est plus lent. Bon, ça, c'est peut-être ma dernière question, mais je sais que vous ne voulez pas prendre de décision, mais nous devons produire des recommandations sur ces enjeux et nous vous demandons votre point de vue en tant que président sur ce qui serait optimal pour l'organisation. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir des greffiers qui agissent comme greffiers, comme fonctionnaires professionnels et avoir des arbitres qui soient des gens indépendants nommés par le gouverneur en conseil et ils pourraient éventuellement être congés, mais la question sera abordée au moment du renouvellement de leur mandat. Non, il y a des avantages et des inconvénients concernant les 2 régimes d'emploi, mais finalement, c'est un choix qui doit être pris par le gouvernement. Alors, je rappelle au comité que nous allons nous rencontrer à nouveau jeudi. Nous aurons un témoin seulement qui comparaîtra. Alors, on pourrait écourter ce panel et ensuite avoir des instructions pour la rédaction pendant 1 heure environ jeudi. Donc, nous pourrons faire ce travail. Alors, merci aux témoins
Merci d'être venu et d'avoir participé à notre étude. La séance est levée.